Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur cette chaîne pour aborder des questions en lien avec la paléographie. On va essayer de suivre les grandes étapes de la vie au XVIe siècle. Un sujet qui devrait plaire aux généalogistes, mais pas seulement, vous allez voir. Allez, générique. Je vais commencer par mettre les deux pieds dans le plat. J'ai intitulé ces vidéos « Et si on parlait généalogie ?» mais je vous ai menti. Non, tu fais ça, toi? T'as pas honte? Attends, avant de t'énerver en commentaire, je vais t'expliquer. On ne va pas vraiment parler de généalogie dans le sens où je ne compte pas évoquer la recherche de l'origine, de la filiation, parce que finalement chacun son métier et moi je suis paléographe. Je ne vais donc pas m'amuser à vous expliquer comment effectuer une histoire des familles. C'est un sujet intéressant, hein, j'en conviens. Je reviendrai peut-être d'ailleurs sur certains points de méthode à l'avenir. Mais ce n'est pas ce que je souhaite aborder aujourd'hui. Oui, donc tu ne vas pas faire de la généalogie pure, mais tu vas aborder des éléments qui vont servir aux généalogistes, d'où le titre. De fait, je souhaite prendre le sujet de la généalogie par le petit bout de la lorgnette, la composition d'une famille à travers une source, un document unique, même si j'ai effectué quelques recoupements. Je vais donc vous présenter une étude de cas à partir de la famille Le Cornu que l'on peut suivre du XVIe au XVIIe siècle, et ce de manière assez fine. Et, amis généalogistes, je pense que vous allez très vite vous rendre compte de l'intérêt d'une telle approche. Les Le Cornu sont intéressants parce que ce ne sont pas à proprement parler des membres de l'élite. Ce sont de simples bourgeois de statut pour une part, artisans et marchands, maîtres quartiers, c'est-à-dire des fabricants de cartes à jouer de Rouen. Puisqu'il ne vous l'explique pas et qu'il faut tout faire soi-même, la notion de bourgeoisie a évolué entre le XVIe et le XIXe siècle. Un bourgeois, à cette époque, ne l'est pas en raison de son argent. Ainsi, la bourgeoisie du XVIe siècle ne reflète pas une place dans l'appareil de production. À cette époque, le bourgeois dépend d'un statut juridique accordé par une ville. Ce statut donne accès à un certain nombre de droits, comme de n'être jugé que dans sa ville. Et des devoirs, on doit participer à la milice bourgeoise, par exemple. Et on appelle cela des bourgeois de statut. Comme je vous le disais, c'est une famille de quartiers. Ils appartiennent donc à une corporation de métiers. Celle des quartiers de Rouen possède un document d'exception conservé à la bibliothèque municipale où les Le Cornu apparaissent. Le registre sert à assurer une sorte de traçabilité professionnelle. Et pour cause, ce document regroupe 335 marques de quartier actives de 1539 à 1766. Certains ont une devise et 7 marques concernent les Le Cornu. Ce qui ne fait que 2% du total des marques. Tu parles d'une nouvelle? Ok, d'accord, mais ça montre déjà qu'ils figurent bien dans le registre et que les quartiers sont assez nombreux à Rouen. D'ailleurs, par bien des aspects, ce manuscrit est très intéressant, puisqu'il permet de suivre différentes familles d'artisans fabricants de cartes, et de mieux comprendre certains éléments constitutifs de leur métier. Usage des marques, héritage et transmission, date d'entrée en charge, et puis, il est beau ce registre, et ça c'est cool. Bref, passons. La personne qui va nous intéresser au premier chef est Antoine Le Cornu, marié avec Isabeau Accard, elle-même fille d'un quartier. Il est à l'origine du document sur lequel nous allons travailler ensemble et qui a été continué par ses descendants après son décès. Je vous mets à l'écran sa marque à la licorne, comprenant une date, celle de son entrée comme maître, qui est très proche de sa date de mariage. Comme en témoigne le livre portatif, on peut donc considérer qu'il commence sa vie active du point de vue de sa carrière et de sa vie familiale à l'âge de 25 ans. Vous avez vu une vraie licorne vivante? Comment elle était? Vous l'avez câlinée? Elle sentait le caramel? Elle était toute douce! Voilà, merci à Petite Voix pour cet extrait de film, c'était pertinent. À la suite du décès d'Antoine, il semble que le registre soit donc rédigé pendant un temps par sa veuve. Donc, contrairement aux idées reçues, même en dehors des élites, les femmes écrivent. Et oui, c'est un phénomène qui se rencontre assez régulièrement dans les écrits privés. Cela va d'ailleurs pas mal à l'encontre de ce que l'on entend si souvent, comme tu le soulignes. Cette idée que les femmes seraient exclues du monde économique ou de celui de l'écrit, c'est très daté comme affaire quand même. Quand on regarde dans les faits, la réalité est souvent bien plus complexe qu'il n'y paraît. Cela dit, dans le cas présent, difficile de dire si elle dicte à quelqu'un ou si elle-même écrit. Mais clairement, c'est une prise de parole personnelle et c'est loin d'être un cas isolé dans les livres de raison. Souvent, cela intervient à l'occasion du décès du mari. D'accord, donc elle prend la parole, mais on n'est pas sûr qu'elle rédige elle-même. La même question se pose d'ailleurs dans le livre de raison des Défours à Nancy,
avec des accords plus que douteux par moments. Je ne prends qu'un exemple amusant dans cet acte. Je fus accouché. Sans la lettre E. Elle s'exprime clairement à la première personne du singulier, et ce au moment de la naissance de son fils. Mais il est difficile de trancher quant à savoir si ce ne serait pas plutôt son mari qui s'exprimerait au nom de sa femme. Comme dans le cas des veuves reprenant l'activité marchande après le décès du mari, les femmes semblent assurer une certaine continuité dans la rédaction des écrits familiaux. Le second rédacteur principal est son petit-fils, Antoine Lecornu, marié en 1627 avec Catherine Richard. Cela intervient alors qu'il est âgé de 23 ans et qu'il est encore en apprentissage. D'ailleurs, il n'est reçu maître qu'en 1638, ce qui apparaît tardif pour l'époque. Je ne reviens pas sur le détail de l'ensemble des intervenants dans la rédaction du document. Il y a clairement plusieurs mains dans un relatif désordre chronologique et l'explication détaillée sur l'intervention de chacun d'entre eux prendra un temps incroyablement long. Mais on peut retenir que c'est clairement un manuscrit polyphonique, rédigé à plusieurs mains, toutes de la même famille d'artisans à partir de la fin du XVIe siècle. Attention, petite précision, j'ai dit qu'il s'agit d'artisans, il ne faudrait donc pas conclure trop vite qu'ils disposent de moyens. Au milieu du XVIIe siècle, j'ai trouvé une remontrance des quartiers qui estiment qu'il y a à Rouen plus de 10 000 pauvres quartiers papetiers, et je cite Petit Mercier et amasseur de vieux papiers. Cette situation résulte de l'établissement d'un impôt qui les contraint en une extrême pauvreté et nécessité, ce qui les pousserait à quitter le royaume de France. À noter que c'est dans la nature même des remontrances que d'exagérer la situation. Puisque l'objectif est de demander une baisse de taxes, autant noircir le tableau. Il faut bien garder à l'esprit qu'une bonne part des petits métiers en lien avec les quartiers sont très dépendants de l'évolution de la conjoncture économique. Ce sont des ouvriers et de petits artisans, dont une bonne part peut rapidement se trouver en difficulté en cas de crise. C'est ça, effectivement. On le rencontre dans le cas des Lecornu, qui vers 1585 semblent en difficulté. Ils sont alors bénéficiaires de rentes et propriétaires de terres, notamment celle du Bosgoué, qu'ils sont contraints de vendre au premier président du Parlement, Claude Groulard, contre la somme de 1100 livres. Dans notre cas, même après cet épisode, la famille détient quand même quelques moyens. Cette vente est certainement le signe de difficultés plutôt passagères. Toutefois, durant le siècle suivant, Au XVIIe siècle donc, t'es pas toujours clair pour les autres, tu sais. au XVIIe siècle, ils sont en pleine ascension sociale. En parallèle des Lecornu qui tiennent notre livre de raison, on trouve une branche catholique de cette même famille. Anoblie au XVe siècle, elle donne un trésorier de France, lui-même fils d'un conseiller au Parlement. À la même époque, François Lecornu, prêtre et également conseiller clerc du Parlement de Normandie de 1647 à 1675. Impliqué dans la gestion du bureau des pauvres, il est qualifié de grand homme de bien et d'honneur. Pour la petite histoire, c'est lui qui y est député dans les années 1640 pour enquêter sur l'affaire des religieuses possédées de Louvdier. Toutefois, pour notre part, nous allons plutôt nous concentrer sur la branche protestante qui n'est convertie au catholicisme qu'au XVIIe siècle. La branche qui n'est pas anoblie donc. Après cette longue introduction, Donc ça c'était que l'introduction. intéressons-nous à ce que dit cette famille de l'histoire en général et de la démographie historique. Il s'agit d'une approche visant à étudier de manière quantitative la structure des populations, les grands mouvements par âge, par sexe, par profession, ainsi que les mouvements internes, la natalité, les mortalités, les migrations. Quantitatif, avec beaucoup de données analysées, et qualitatif, avec moins de cas étudiés, mais ils le sont plus en détail, un peu comme ce qu'on fait là. Je vais revenir dans le détail sur quelques éléments qui peuvent intéresser les historiens et les généalogistes à travers une étude de cas. Mon objectif est de vous montrer ce que vous pouvez tirer d'une analyse de ce type dans vos propres recherches. La démographie historique est un courant qui a connu un développement important depuis les années 1960, et en particulier dans les années 80 autour de grands noms comme Louis-Henri, Pierre Boubert, Jacques Dupaquier ou Pierre Chenet. Vous allez constater avec une analyse comme celle-là que cette science permet des ouvertures pour tous les généalogistes de France et de Navarre. On commence à cumuler de nombreuses monographies qui permettent de tirer des conclusions générales sur l'évolution des populations. Toutefois, dans cet ensemble, le XVIe siècle demeure clairement le parent pauvre en raison d'un certain manque de sources exploitables. Alors les démographes utilisent quelles archives d'habitude? En général, les chercheurs mobilisent les registres paroissiaux pour ce genre de recherche. Ils se concentrent donc sur les baptêmes, mariages, sépultures. La démographie historique s'appuie sur la technique de la reconstitution des familles, l'objectif étant de déterminer pour chaque couple les enfants et les informations relatives à chacun d'eux, du baptême au mariage en passant par le décès. En cherchant à être le plus exhaustif possible, l'objectif est de travailler sur des familles complètes, celles où la femme ou le mari ne décède pas avant la ménopause ou l'andropause. Toutefois,
Pour le XVIe siècle, les registres paroissiaux sont assez lacunaires, ce qui empêche souvent d'avoir des données suffisamment exploitables. Et donc toi, tu vas plutôt utiliser le livre de raison à la place des registres paroissiaux. Tu as bonne mémoire. Rédigé sur 3 ou 4 générations, de père en fils, sur 2 siècles, il s'agit d'un écrit du fort privé. C'est donc personnel, il relève de la prise de parole singulière. Une sorte d'autobiographie en gros. Sauf que le genre autobiographique n'existe pas encore vraiment. C'est une autobiographie, mais avant l'autobiographie. Voilà, ça marche, si tu veux. Ces documents privés peuvent prendre des formes très différentes, allant de quelques pages à plusieurs centaines, dans notre cas une vingtaine de feuillets. Ils sont rédigés en langue française, même s'ils ne sont pas exempts d'éléments en latin. J'ai pu rencontrer une large place laissée à la prière dans certains cas. La plupart sont dans le désordre le plus complet. Et c'est le cas pour celui des Lecornu. Certains peuvent contenir des illustrations, d'autres non, et j'en passe. En bref, ces manuscrits sont d'une grande diversité. Parfois, ils sont même simplement insérés à la fin d'un livre d'heures ou d'une Bible, par exemple. Par contre, dans notre cas, c'est juste un petit carnet dédié avec une simple couverture cartonnée. Mais bon, c'est bien aussi, hein. Bon, et du coup, quel est l'intérêt d'un livre de raison? C'est une source qui peut être très complète. Cela semble être le cas ici pour une bonne partie de la famille, mais elle demeure très parcellaire pour d'autres branches. Mais surtout, les livres de raison recensent des éléments très difficiles à identifier habituellement, les décès éloignés ou les causes de décès par exemple. Ces documents sont généralement d'une grande richesse. Souvent, ils ne se limitent pas qu'à de simples relevés d'actes, mais offrent des éléments d'analyse supplémentaires, comme des achats de biens, des liens de parenté, et j'en passe. Par exemple, ici, un peu moins de la moitié des gens cités vivant au milieu du XVIIe siècle ne figurent pas dans les registres paroissiaux ou les registres protestants de Quevilly. Waouh, j'imaginais pas qu'ils étaient aussi lacunaires, les registres paroissiaux localement. Et tu vois l'intérêt d'un livre de raison comme celui-ci maintenant. Maintenant, oui, mais elle doit bien présenter quelques inconvénients, ta source miraculeuse, non? Même en effectuant des vérifications, on n'est jamais à l'abri d'erreurs de la part des auteurs, voire des omissions volontaires. Je pense en particulier à des situations gênantes comme des naissances illégitimes qui ne sont jamais mentionnées dans les livres de raison. De même, durant les guerres de religion, on sait qu'une partie de la famille est protestante et qu'elle se réfugie à Middelburg en Zélande. Ils partent de Rouen en 1586, ils reviennent quelques mois plus tard avant de repartir. Toutefois, on est informé de ce point pour une seule et unique raison, c'est qu'une épouse Lecornu meurt en 1593. De même, les auteurs de cette famille se montrent peu précis quant aux situations économiques et sociales. Ce sont des documents très rares, donc c'est vraiment génial quand on en trouve concernant ses propres recherches. Mais forcément, cela n'arrive quasiment jamais. À titre informatif, on en trouve plutôt dans les bibliothèques patrimoniales ou les archives départementales, donc pensez à les regarder. Cela peut aussi être une source précieuse pour les recherches à des époques anciennes. Mais l'analyse d'un livre de raison dans une famille située à proximité géographique de vos ancêtres peut être un véritable atout, parce que cela permet des comparaisons. Et c'est toujours utile les comparaisons, ne serait-ce que pour situer vos ancêtres par rapport à la moyenne de ce que l'on rencontre localement. Dans tous les cas, un livre de raison doit ne rester qu'une source parmi d'autres. Il est important de la vérifier, de la critiquer, de l'interroger et de se questionner sur ce qu'elle ne dit pas. En histoire, un document est souvent plus précieux pour ce qu'il ne dit pas que pour ce qu'il dit. Pour la suite de la vidéo et la suivante, je vais prendre les événements familiaux dans l'ordre de la vie. Commençons donc par les naissances. Sur un total de 54 personnes citées issues de cette famille ou des collatéraux, nous avons une date de naissance dans 80% des cas. Mais un livre de raison ne fonctionne pas comme les BMS et nous n'avons de date de baptême que dans 43% d'entre eux. Attends, je comprends pas là. Quelle différence tu fais? Et c'est subtil, mais le diable se cache dans les détails. Dans les registres paroissiaux, ce sont des dates de baptême qui sont enregistrées, mais dans un livre de raison, ce sont surtout des dates de naissance que les auteurs renseignent prioritairement. En moyenne, le baptême intervient plutôt le jour de la naissance, voire le lendemain. Le plus souvent, en fait, cela dépend de l'heure de la naissance. Chez les Lecornu, le baptême intervient 2 jours après la naissance au plus tard. À l'échelle du royaume, on en trouve parfois des plus tardifs, en cas d'indisponibilité du parrain par exemple. Et pour cause, comme le souligne Scarlett Beauvalet, auteur d'un superbe chapitre sur les structures démographiques, les décrets du Concile de Trente prescrivent que les enfants doivent être baptisés rapidement après la naissance. Et c'est globalement suivi. J'en profite pour vous inviter tous à aller lire son ouvrage après avoir visionné cette vidéo. Clairement, cela devrait être le livre de chevet de tous les généalogistes. Dans tous les cas, mon approche ici va reprendre clairement une bonne part des synthèses qu'elle propose. Ici, il y a un angle mort de la source. Les naissances illégitimes ne sont pas du tout prises en compte dans les livres de raison.
La nature même de ce document veut que ce ne soit pas possible. Il est destiné aux descendants, il sert à laisser une trace, il est donc clairement expurgé des éléments gênants par nature. Je n'ai connaissance que d'un livre de raison où un oncle débauché est explicitement mentionné. Signe que ce n'est pas tout à fait impossible, mais c'est clairement l'exception qui confirme la règle. Et du coup, c'est grave pour les naissances illégitimes? Ça représente quoi concrètement? À Rouen, ville de résidence des Lecornu, on sait qu'à la fin du XVIIe, les naissances illégitimes représentent 3,7% des naissances. Cela peut paraître peu, mais c'est un taux très élevé qui est très proche de ce qu'on rencontre à Nantes au XVIe siècle. Et pour cause, nombre de jeunes femmes enceintes des fruits d'une relation illégitime préfèrent quitter le village. Préfère. Oui, non, je dis préfère, mais le plus souvent on ne leur laisse pas vraiment le choix. La famille trouve une raison quelconque pour justifier une absence et la jeune femme part pour la grande ville la plus proche afin de se fondre dans la masse pendant quelques mois. Et c'est bien là aussi qu'on trouve des structures d'accueil pour les nouveau-nés. En plus de l'intervention de la famille, on doit aussi prendre en compte la pression sociale qui s'exerce sur les filles mères. Et certaines font le choix de ne pas subir ce regard extérieur pouvant menacer le reste de leur vie, sauf si personne n'est informé. Elles quittent donc d'elles-mêmes le village. En bref, les naissances illégitimes ne figurent pas dans les livres de raison. C'est un problème. Mais ce n'est pas non plus une catastrophe absolue. Dans le cas des Lecornu, c'est sans doute même très négligeable. Ah bah oui, le taux de près de 4% des naissances illégitimes en milieu urbain intègre les filles des villages alentours qui viennent à la ville et gonflent les statistiques. Mais il n'y a pas de raison que les filles Lecornu soient plus touchées que cela finalement. Cela dit, notre livre de raison est déjà un très bon indicateur pour les naissances. En général, on naît de manière privilégiée les mois d'hiver, d'octobre à décembre. Toutefois, il n'y a pas une saisonnalité très marquée qui se dégage des documents. Les naissances sont réparties de manière assez homogène dans l'année. Nous nous situons ici en milieu urbain, et pas qu'à moitié, parce que à cette époque, Rouen est la seconde ville du Royaume de France, après Paris, mais devant Lyon ou Lille. Il s'agit du véritable poumon économique de Paris et d'une place forte du commerce européen, dans un espace très dynamique, du Havre à Dieppe en passant par Honfleur. Conclusion, c'est normal de ne pas y trouver de variations liées à la saison comme en milieu rural, étant donné que cette saisonnalité des naissances résulte en grande partie de l'activité agricole. Passons à l'étape suivante. Qu'en est-il du choix des parrains et des marraines? C'est un sujet de recherche qui connaît un certain renouveau depuis une bonne vingtaine d'années. Dans le livre de raison, la situation est difficile à cerner avec précision de ce point de vue. On manque souvent de détails et il faudrait en fait beaucoup de temps pour cerner les liens exacts qui unissent l'ensemble des individus cités. Mais une chose est claire. En général, il s'agit soit de membres de la famille assez proches, grands-parents, oncles et tantes, soit des artisans, des marchands quartiers avec des familles clairement alliées. Le parrainage vient alors renforcer d'autres liens déjà bien établis. Soit quelques petits officiers rouennais. Ce ne serait pas en lien avec l'autre branche, la catholique qu'on avait évoquée au tout début? Si, mais il faudrait prendre vraiment beaucoup de temps pour s'en assurer. Mais c'est clairement une bonne hypothèse. Probablement que le choix des parrains et des marraines représente alors l'officialisation de relations avec des amis et des voisins. Toutefois, dans cette famille, on ne voit pas de tentative d'aller chercher la protection de personnages puissants, mais en fait sans doute parce qu'ils ne bénéficient pas des réseaux nécessaires. Par exemple, c'est quand même plus facile d'avoir le duc de Longueville comme parrain pour votre premier fils, si vous faites partie de sa domesticité. Exemple non pris au hasard. Le parrainage est une pratique très ancienne. On trouve des traces depuis les 5e et les 6e siècles. Et c'est bien à cette époque qu'il faut situer le développement de ce rite de purification et d'intégration à la communauté des chrétiens par le baptême. En parallèle du sacrement, une relation spirituelle s'installe. Selon les conceptions de l'Église, cette parenté baptismale est même supérieure au lien du sang. Les études sur le parrainage du Moyen-Âge au XVIe siècle soulignent l'importance de ces réseaux dans le cadre des stratégies relationnelles. Le choix exercé par les parents est créateur d'un lien qui n'est vraiment pas négligeable. Dans notre cas, on est très proche de la tendance observée au XVIIe siècle, avec un recentrage du choix autour d'un noyau familial au détriment des relations extérieures. Cela veut dire qu'on choisit surtout la tante ou la grand-mère plutôt que l'épouse du collègue de travail. Tout à fait. Le parrainage a souvent été interprété comme une recherche d'entraide, d'assistance et de solidarité. Globalement, on a un peu un phénomène proche de ce qui se rencontre chez les fermiers d'Île-de-France étudié par Jean-Marc Morisseau. Ainsi, les parents recrutent parmi les gens du même milieu professionnel, chez nous les quartiers, et principalement dans la parenté. Par contre, on a peut-être un biais de la source qui laisse à penser que dans le cas des Lecornu, on se ressemble plus rapidement qu'ailleurs sur la famille la plus proche. En général, les études sur ce sujet se concentrent sur l'homonymie pour déterminer si le choix est fait dans la parenté déjà connue. Donc, on part du principe que si le nom est le même, cela veut dire qu'on appartient à la même famille.
Oui, c'est l'idée. Mais avec notre livre de raison, la situation est différente de ce qu'on trouve dans les registres paroissiaux. Nombre de liens sont affichés directement. Ma tante, mon oncle, l'époux de ma tante, mon cousin, et j'en passe. Ce qui permet une étude plus précise qu'en se contentant d'un simple relevé des noms de famille. Par conséquent, si on a souvent jugé qu'en France, au début de l'époque moderne, la pratique était au parrainage extrafamiliaux, je crois que l'étude de livres de raison comme celui-ci permettrait de privilégier une autre piste. Le choix des parrains et des marraines vise essentiellement à dédoubler et à réactiver des liens familiaux existants, mais peut-être distendus avec des collatéraux, c'est-à-dire des membres de la famille qui descendent d'un même ancêtre sans descendre les uns des autres, comme des frères, des cousins, des oncles. C'est quand même une source d'information assez insoupçonnée, ces livres de raison. Et même, je crois qu'on peut dire qu'elle est assez largement sous-exploitée, parce que t'as pas encore tout vu. Ce n'est pas sur les naissances à proprement parler qu'un livre de raison apporte des éléments, mais pour ce qu'il ajoute au sujet. Certains enfants sont explicitement indiqués comme placés en nourrice. C'est un sujet véritablement central, mais excessivement difficile à traiter puisque les sources sont très éparses et difficiles à rassembler de manière cohérente. Regardons ce que le document nous en dit et ce qu'on peut tirer comme conclusion. Commençons par le début. Cette famille pratique précocement la mise en nourrice. Les historiens considèrent plutôt que le temps fort concerne le XVIIe siècle. Mais ici, les Lecornu placent en nourrice dès le dernier quart du siècle précédent. Sans doute faut-il y voir l'influence de l'environnement urbain. En matière de démographie et de pratiques culturelles, les villes sont souvent à l'avant-garde et cela met généralement du temps à se diffuser dans le reste de la population. C'est le cas notamment des pratiques contraceptives. La pratique de la mise en nourrice est connue de longue date en France. Par exemple, un édit du XIVe siècle fixe la rémunération des nourrices d'Île-de-France. Au XVIe siècle et au XVIIe siècle, c'est une pratique essentiellement bourgeoise qui se diffuse progressivement dans la population au cours du XVIIIe siècle. Pourtant, cela avait un coût, non ? On peut même considérer que le placement coûtait cher. Mais dans certains métiers, même très populaires, le travail des femmes était nécessaire. Et la dépense de mise en nourrice était préférable au fait de manquer de bras. Dans le livre de raison, une dizaine d'enfants placés en nourrice sont mentionnés, pour 65 naissances détaillées, ce qui correspond à 15%. Et tout laisse à penser que d'autres enfants sont placés, mais qu'ils ne sont pas mentionnés. Donc c'est le minimum du minimum. Dans les faits, si on a quelques mentions éparses par endroit, on ne peut tirer de conclusion que pour les enfants d'Antoine Lecornu avec Isabeau Accard entre 1581 et 1589. On peut éventuellement y ajouter les naissances issues du même Antoine mais avec Marguerite Bouette en seconde noces entre 1604 et 1606. Pour ces deux mariages, le père est très précis avec 9 mentions de mise en nourrice sur 11 naissances en tout. Plus de 80% des enfants d'Antoine Lecornu. Ouais, c'est assez énorme. Toutefois, dans 4 cas, on manque d'informations. On sait que l'enfant est placé, mais on ne sait pas forcément quand il est retiré. Bref, on manque de détails. Faisons le point. Avec sa première femme, on a d'abord Anne, née en 1581, et c'est la première fille. Elle est placée en nourrice au village d'Estreville, près de Routot, pour 20 livres l'année. Puis, changement de nourrice le 9 octobre. Elle est envoyée au Bosboué pour 22 livres par an. Nouveau changement de nourrice le 4 juin 1582 et elle est alors portée à Saint-Thomas-de-la-Chaussée pour 24 livres. Et finalement, elle est retirée le 24 novembre pour être sevrée à l'âge de 15 mois. Naissance en 1583 d'Antoine Lecornu. Il est décédé le 5 mars alors qu'il est en nourrice à Saint-Quentin-de-Pose. Ensuite, on a un enfant non identifié pour lequel on manque clairement d'informations. Et quand on n'a pas d'infos, on n'a pas d'infos. Naissance en 1585 de Catherine Lecornu. Elle est placée en nourrice au village de Bourville qui est près de Duclair pour 22 livres. Elle est rapportée de nourrice le 9 mars 1587. La même année, naissance d'un second Antoine. Le 15 septembre, il est porté en nourrice au village du Rougemoutier près de Bréteaux, dans la maison d'un cordier pour 23 livres par an. Il décède en octobre alors qu'il est là-bas. Les auteurs du temps accusent souvent les nourrices d'être négligentes, de veiller peu sur les enfants sous leur responsabilité. On considère souvent qu'elles faisaient leur métier pour l'appât du gain, allant même jusqu'à cacher les décès pour continuer à toucher des gages. Cela dit, l'étude de cas Lecornu semble aller à l'encontre de ces jugements d'époque, puisque les décès semblent relativement rares. C'est tout à fait juste. Néanmoins, on ne peut exclure l'hypothèse d'un nouveau biais de la source. Cette famille a les moyens de choisir des nourrices avec des compétences connues et reconnues. De plus, les distances ici observées par rapport à Rouen permettent aux parents d'éventuelles visites régulières. Naissance d'un troisième Antoine en 1588 alors que les deux autres sont décédés.
Le 8 octobre, il est porté en nourrice à Berville, près de Duclerc, à la maison de Jean Bourgeois pour 24 livres. Il est également décédé le 15 août 1592. Naissance de la troisième fille, Martine, en 1589. Le 26 janvier 90, elle est portée en nourrice à Ectot-sur-les-Bancs pour 26 livres. Elle est rapportée de nourrice le 27 avril 91 et elle décède quelques mois plus tard. Nous avons donc 7 naissances issues du premier lit. Avec sa seconde épouse, nous avons en plus la naissance d'Antoine en 1604. C'est le 4e Antoine puisque le 3e issu du premier lit est décédé 12 ans plus tôt. Il est porté en nourrice à la maison de Clément Maurice avec sa femme nommée Marguerite au Bosc-le-Vicomte, près de Montville, avec ses 2 frères et sœurs, tous 3 nourris d'un même lait. Ce détail est intéressant, surtout quand on sait que les nourrices sevraient leurs propres enfants à 7 mois, ou se faisaient embaucher juste après la mort de leur propre enfant. Et le petit dernier, Pierre, qui est né en 1609. On n'a pas d'informations spécifiques à son sujet, on sait simplement qu'il a survécu, puisqu'il est finalement décédé à l'âge adulte en Savoie. Sur ces 11 naissances, on est loin de l'hécatombe attendue pour le placement en nourrice. Seuls 2 décèdent lors des placements, justement. Quelques-uns également à Rouen quand ils reviennent après le sevrage. Si on estime qu'en milieu urbain, la pratique de la mise en nourrice pouvait doubler la mortalité des familles, cela ne semble pas être le cas pour les Lecornu qui s'en sortent relativement bien. Parmi ceux qui décèdent, d'ailleurs, il est intéressant de constater qu'on ne trouve pas de mention d'enfants décédés sur la route, comme on pourrait s'y attendre. Cela ressort nettement de la littérature scientifique, mais plutôt dans le cas parisien où les enfants sont envoyés loin de la capitale. Pour les enfants qui restent en nourrice, le temps de placement est de 15 à 16 mois. C'est à ce moment-là qu'ils reviennent chez les parents. En général, les enfants restent au sein de la même famille, sauf Anne, la première fille. Dans son cas, Antoine Lecornu et Isabeau Accard, sa première femme, semblent hésiter. Elle est placée chez 3 nourrices successives. En moyenne, tous les 3 mois et demi, Anne est déplacée. Il y a sans doute une raison, non? Pour la rapprocher peut-être? Bonne remarque, c'est une piste. Il est intéressant de constater que de nourrice en nourrice, elle est effectivement placée de plus en plus près de Rouen. Le premier placement est à Étréville, à un peu moins de 42 km. Et la dernière est à Saint-Thomas-de-la-Chaussée, c'est-à-dire à un peu plus de 13 km de Rouen. Premier enfant du couple, Anne est exceptionnelle à plus d'un titre. Par exemple, si en moyenne les enfants sont placés vers le 18e jour après la naissance, ce n'est pas son cas, puisqu'elle est mise en nourrice le jour même de sa naissance et de son baptême. Voilà, nous en avons terminé avec ce que je comptais vous dire à ce sujet. C'était dense, hein? Mais c'est un sujet qui n'est pas très abordé pour la fin du XVIe siècle. Il y avait beaucoup de choses à dire, ce qui m'oblige aussi à formuler des suppositions, des hypothèses, à expliquer, bref, à prendre du temps. Dans la deuxième vidéo, on va parler plus rapidement des autres événements de la vie, le mariage et le décès. Psst, pensez à la petite cloche pour ne pas rater le prochain épisode. Et puis, ça me tenait à cœur de ramasser en 2 vidéos les points essentiels en démographie. Même en résumant fortement, ça me paraissait intéressant de prendre ce temps pour expliquer. Il y aurait énormément de choses à ajouter, mais il faut vraiment le voir comme une première approche de la démographie. Et j'espère que cela vous donnera envie d'aller plus loin. Et pour ça, vous avez les sources en description. Utipeuses, Utipeurs, futurs Utipeuses et futurs Utipeurs, partagez cette vidéo et aidez-nous à faire découvrir cette chaîne.